Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours sur l'évaluation de l'hypertension artérielle. Et les objectifs assignés à ce cours sont de pouvoir réaliser un examen clinique complet, capable de prescrire un bilan paraclinique complet devant une hypertension artérielle, de rechercher des lésions d'organes aussi et d'évaluer le risque cardiovasculaire de l'hypertension. Nous allons également adopter le plan suivant. Après une introduction, nous allons apprendre à rechercher les antécédents personnels et médicaux. Ensuite, les éléments à prendre en compte dans la réalisation d'un examen physique. Nous allons apprendre le contenu des examens biologiques de routine et les autres investigations éventuelles concernant l'hypertension artérielle. Également, l'évaluation des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle avant de conclure. Et avant d'aborder à proprement parler l'évaluation, nous allons procéder à un petit rappel concernant le diagnostic positif. Donc, l'hypertension artérielle est évoquée devant la présence de signes neurosensoriels de Dieu la foi et parfois devant la présence de complications. La confirmation est apportée par des mesures répétées au cabinet avec une pression artérielle systolique supérieure ou égale à 140/90 mm de mercure et des mesures en dehors du cabinet, notamment l'automesure tensionnelle avec pour seuil de définition une valeur un peu plus basse, 135/85 mm de mercure, et également la mesure ambulatoire de la pression artérielle, MAPA, avec un seuil encore plus bas, 130/80 mm de mercure. Et les signes neurosensoriels de Dieu la foi, vous vous en souvenez, il s'agissait de céphalée, vertige, acouphène, phosphène, épistaxis. Et les complications concernent les organes dits organes cibles, cœur, vaisseau, yeux, reins et cerveau. Donc, concernant la recherche des antécédents, notamment les antécédents personnels, il faut préciser la date du premier diagnostic. Le dossier médical antérieur du patient, s'il est disponible, peut vous aider. La notion d'une pression artérielle déjà élevée ou stable ou en augmentation rapide. L'enregistrement des valeurs de pression artérielle actuelles et les médicaments antihypertenseurs pris. Il faut également préciser leur efficacité et une éventuelle intolérance. Et surtout, mettre l'accent sur l'observance thérapeutique. S'il s'agit d'une femme, rechercher la notion d'hypertension artérielle pendant la grossesse ou la notion de prééclampsie. Après, il faudra rechercher les facteurs de risque. Donc, dans la notion de facteurs de risque, il faut savoir que les antécédents familiaux d'hypertension artérielle ou de maladies cardiovasculaires de survenue précoce sont à prendre en compte. La notion de tabagisme actif ou passif et les habitudes alimentaires, notamment les repas trop salés, la consommation d'alcool, la pratique d'activité physique ou rechercher un mode de vie sédentaire et rechercher si le patient a eu à gagner ou à perdre du poids. Et chercher la notion de dysfonction érectile, de ronflement, de stress au travail et savoir si le patient a déjà eu un cancer. Donc, il y a 6 questions également qu'il faut poser aux patients en ayant en arrière-plan la recherche d'une hypertension artérielle secondaire. Est-ce que le patient consomme des produits qu'on peut considérer comme des toxiques? Si c'est une dame, est-ce qu'elle prend des pilules contraceptives? Est-ce que le patient consomme des anti-inflammatoires, stéroïdiens ou non stéroïdiens, ou prend des vasoconstricteurs nasaux pour soigner une rhinite chronique? Recherchez la notion d'hématurie, d'œdème des membres inférieurs, de bouffissure du visage ou d'oligurie. Il faut rechercher la survenue d'une triade de manière paroxystique faite de céphalée, de vertige et de palpitations. Est-ce que le patient signale des crampes, faiblesse, fatigue musculaire, des crises de tétanie? Est-ce que le patient consomme de l'alcool ou même de la cocaïne? Est-ce que le patient a une notion de ronflement, de somnolence, une icturie, une instabilité, une irritabilité, et une asthénie? Après ces questions basiques, il faut avoir des questions
pour rechercher des lésions d'organes induites par l'hypertension artérielle ou la présence de maladies cardiovasculaires établies. Donc, concernant les atteintes du cerveau et des yeux, recherchez des oreilles particulières concernant les céphalées, les vertiges, la notion de syncope, de trouble de la vision ou de syndrome déficitaire qui serait survenu et qui aurait régressé rapidement, donc qui vous ferait évoquer la présence d'un accident ischémique transitoire. Est-ce que le patient même a déjà fait un accident vasculaire cérébral constitué? Est-ce qu'il a eu une sténose au niveau des artères carotidiennes qui aurait été revascularisée ou pas? Est-ce qu'il a des pertes de mémoire? Est-ce qu'il y a une notion de démence chez ce patient? L'atteinte cardiaque sera évoquée devant la présence de douleurs thoraciques, de dyspnée, d'œdème des membres inférieurs, où le patient vous dira franchement, j'ai déjà fait un infarctus du myocarde et j'ai bénéficié d'une revascularisation. J'ai déjà fait une syncope, j'ai des palpitations, on m'a dit que j'ai un trouble du rythme, j'ai déjà fait de l'insuffisance cardiaque. L'atteinte rénale sera évoquée devant la notion de polyurie, nicturie, hématurie, d'infection urinaire à répétition. Le patient même peut vous dire que j'ai déjà une insuffisance rénale, j'ai une polykystose rénale. Et concernant les atteintes des artères périphériques, est-ce que le patient a une claudication intermittente, donc une douleur à la marche qui survient en chapelet, et donc à ce moment il faut évaluer le périmètre de marche et voir si le périmètre de marche se raccourcit, ou si le patient a bénéficié donc d'une revascularisation au niveau des artères des artères périphériques, et rechercher une possible hypertension artérielle secondaire, comme on l'avait déjà dit. Voilà. Et est-ce que le patient prend d'autres médicaments? Donc, d'autres médicaments, des médicaments immunosuppresseurs, des médicaments anticancéreux et des traitements qui seraient toxiques, comme on l'a déjà dit. Et donc, après cet interrogatoire fouillé, policier, il faut maintenant procéder à l'examen clinique. L'examen clinique donc, va consister donc au niveau général, il faut prendre le poids, la taille du patient et calculer son index de masse corporelle, qui nous permettra donc de dire si le patient est obèse ou pas. Il faut prendre son tour de taille et prendre le périmètre cervical. Donc, il faut disposer d'un mètre-ruban dans sa salle de consultation et le périmètre cervical se prend en passant donc par la paume d'Adam. Il faut rechercher des signes qui suggèrent des lésions d'organes. Donc, il faut procéder à un examen neurologique. Il faut même faire un examen du fond d'œil pour rechercher une rétinopathie hypertensive en cas d'urgence. Il faut procéder à une auscultation des artères rénales à la recherche de souffle, des artères carotidiennes également à la recherche de souffle, qui serait le témoin donc de la présence d'athérosclérose ou d'une sténose. Il faut palper les artères carotides et périphériques et il faut réaliser la mesure de l'index de pression systolique de cheville, en abrégé IPS. L'examen clinique doit s'appesantir à rechercher des signes d'hypertension secondaire. Donc, est-ce que le patient a une obésité facio-tronculaire? Est-ce que le patient a des vergetures pourpres? Est-ce que les conjonctives sont anormalement hyperémiées? Est-ce que le patient a une langue rouge framboisée? Est-ce qu'il a une exophthalmie, un tremblement? Il faut donc rechercher le signe du tabouret. Il y a des gestes à poser. Il faut palper les pouls fémoraux. Est-ce qu'ils sont diminués? Est-ce qu'ils sont abolis? Il faut rechercher un contact lombaire. Et il faut procéder donc à l'auscultation des différentes zones. Tout ça pour rechercher une hypertension artérielle secondaire. Donc, une fois que l'examen physique est réalisé, il faut demander des examens paracliniques, donc l'examen biologique de routine. L'OMS a recommandé un bilan minimum. Et ce bilan minimum, il est important de le connaître parce qu'il faut également avoir une approche d'économie de la santé. Donc, il y a le bilan recommandé par la Société européenne, mais il y a le bilan minimum de l'OMS qui tient compte des réalités de nos contrées. Donc, tout patient hypertendu qui vient chez vous doit avoir au minimum une numération formule sanguine, un dosage de la créatininémie, une glycémie, un ionogramme sanguin, une cholestérolémie totale, et dans les urines,
on doit administrer des bandelettes à la recherche de glycosurie et d'acétonurie. Donc, le bilan minimum de l'OMS dans le sang, c'est bien la numération formule sanguine, créatininémie, glycémie, ionogramme sanguin, cholestérolémie totale. Concernant le bilan demandé par la Société européenne de cardiologie, il faut toujours demander la numération formule sanguine, apprécier donc le taux d'hémoglobine et le taux d'hématocrite, la glycémie, mais également demander l'hémoglobine glyquée. Donc, en plus de la glycémie, il faut demander l'hémoglobine glyquée. Concernant l'exploration des anomalies lipidiques, il faut aller au-delà du cholestérol total, donc demander en plus la fraction LDL, la fraction HDL et le dosage des triglycérides, ce qui est différent du bilan minimum demandé par l'OMS. Donc, toujours faire un ionogramme, mais en plus, il faut réaliser une uricémie, un dosage de l'acide urique. Et il faut toujours faire la créatinémie et en plus une calcémie. Et rechercher une microalbuminurie, peu importe la technique, mais surtout calculer le ratio albuminurie-créatinurie. Donc, la différence entre le bilan minimum de l'OMS et le bilan de la Société européenne de cardiologie, c'est qu'il faut faire en plus une hémoglobine glyquée. Il faut doser les différentes fractions du cholestérol. Il faut doser l'acide urique. Il faut doser la calcémie. Et en plus de la microalbuminurie, il faut calculer le ratio albuminurie-créatinurie. En plus de ce bilan, on peut avoir à demander d'autres examens, d'autres investigations qui vont surtout nous permettre, les autres examens qui ne sont pas des examens biologiques, pour l'OMS, c'est l'électrocardiogramme. La réalisation d'un électrocardiogramme permet de retrouver les lésions organiques induites par l'hypertension artérielle. Pour la recherche des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle, la Société européenne de cardiologie nous demande beaucoup plus d'examens. Donc, il y a des tests de dépistage de base où on retrouve toujours l'électrocardiogramme où il faudra préciser la fréquence cardiaque, la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche, la présence de troubles du rythme, de troubles de la conduction. Toujours le rapport albuminurique-créatinurie qui permet de détecter rapidement, précocement une maladie rénale chronique. Et il faudra proposer une échocardiographie. L'échocardiographie qui permettra d'évaluer la structure et la fonction des ventricules et le diamètre de la racine de l'aorte et de l'aorte descendante. Tout ça pour dépister des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle. Il faut également demander une échographie de l'artère carotide pour mesurer l'épaisseur intima média à la recherche de plaques d'athérosclérose ou de sténose carotidienne. Demander un coroscanner pour déterminer la présence et l'étendue de calcification coronaire, qui peut être utilisé comme un prédicteur de la survenue d'événements coronariens. Réaliser une échographie de l'aorte abdominale afin de dépister un anévrisme, une échographie rénale et également un Doppler des artères rénales, donc pour détecter une maladie rénovasculaire. Toujours dans ce dépistage élargi, la mesure de l'index de pression systolique de cheville permet de dépister une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. La réalisation d'un fond d'œil permet de dépister une rétinopathie hypertensive et il faut administrer des tests d'évaluation de la fonction cognitive afin de dépister précocement une démence. Parfois, il faut aller jusqu'à l'imagerie cérébrale, un scanner ou une imagerie par résonance magnétique afin de dépister des lésions cérébrales structurelles. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un bilan minimum demandé par l'Organisation mondiale de la santé et il y a un bilan plus exhaustif recommandé par la Société européenne de cardiologie qui permet de dépister précocement des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle. Et on le verra plus tard que ces différents examens vont nous aider pour la stratification du risque cardiovasculaire de nos patients hypertendus.
Dans cette stratification, il faut également inclure la présence de facteurs de risque cardiovasculaire additionnels. Donc, un hypertendu peut avoir une maladie cardiovasculaire établie, il peut avoir des lésions organiques induites par l'hypertension artérielle, mais il peut n'avoir juste que des facteurs cardiovasculaires qui s'additionnent et qui, de par leur présence, peuvent changer le niveau de risque des patients. Donc, nous allons voir ces facteurs qui influencent le risque cardiovasculaire chez les patients souffrant d'hypertension artérielle. Il y a de nouveaux facteurs qui n'étaient pas pris en compte à l'époque. Donc, les antécédents familiaux ou parentaux d'hypertension artérielle précoce, les antécédents personnels d'hypertension artérielle maligne, les antécédents familiaux de survenue de maladies cardiovasculaires prématurées. Donc, chez les hommes, si vous avez un parent de sexe masculin qui a fait un AVC avant l'âge de 55 ans, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Ou sur une femme fait un syndrome coronarien avant l'âge de 65 ans, c'est compté comme un facteur familial de maladie cardiovasculaire pour le patient hypertendu que vous avez. Donc, la fréquence cardiaque de repos supérieure à 80 battements par minute est un facteur de risque cardiovasculaire. Le faible poids à la naissance, la sédentarité, le surpoids ou l'obésité, le diabète, l'acide urique et la présence de la lipoprotéine petit a. Le fait qu'il y ait des accidents pendant la grossesse, donc une patiente qui fait des fausses couches récurrentes, un accouchement prématuré, des troubles hypertensifs pendant la grossesse ou un diabète gestationnel, cette patiente a un risque particulier. La ménopause précoce, la fragilité aussi bien psychologique qu'économique, le fait d'être un migrant et l'exposition environnementale à la pollution de l'air ou au bruit constituent donc des facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut également tenir compte chez notre patient de la présence d'autres affections cliniques ou de comorbidités. Donc le fait qu'il ait une véritable hypertension artérielle résistante, en vous rappelant que la définition de l'hypertension artérielle résistante, c'est l'absence de contrôle des chiffres tensionnels malgré un traitement incluant 3 antihypertenseurs à dose maximale correctement pris, et parmi ces 3 antihypertenseurs, il doit y avoir un diurétique. Donc, si votre patient a 3 médicaments antihypertenseurs à dose maximale, dont un diurétique, et que ses chiffres de pression artérielle ne sont toujours pas dans la fourchette, on estime que c'est une hypertension artérielle résistante. La présence de troubles du sommeil, y compris le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, la bronchopnéopathie chronique obstructive, la goutte, les maladies inflammatoires chroniques, les maladies du système, la stéatose hépatique non alcoolique et les infections chroniques, les migraines, les syndromes dépressifs et les dysfonctions érectiles sont des affections cliniques dont il faut tenir compte dans l'évaluation du patient hypertendu. En plus des nouveaux facteurs cardiovasculaires, il faut savoir les lésions organiques induites par l'hypertension artérielle. Il faut les connaître en détail. La présence d'une pression pulsée de plus de 60 mm de mercure chez une personne âgée est un marqueur de lésions organiques induites par l'hypertension artérielle. La pression pulsée étant la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Par exemple, un patient qui a comme pression artérielle 150/70 a une pression pulsée si on fait 150 moins 70, sa pression pulsée est à 70. Donc, la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique est à 70. Elle est supérieure à 60 et le patient a plus de 60 ans. Donc, il a un facteur de risque supplémentaire. Sa pression pulsée dépasse 60 mm de mercure. La présence d'une plaque d'athéro qu'on retrouve à l'échodoppler des artères, échodoppler des vaisseaux du cou, des artères rénales. La présence à l'ECG d'une hypertrophie ventriculaire gauche,
est le témoin donc d'une lésion organique induite par l'hypertension artérielle. Également, lorsque cette hypertrophie ventriculaire gauche est retrouvée à l'échocardiographie avec donc une masse du ventricule gauche indexée supérieure à 115 grammes par mètre carré chez l'homme et supérieure à 95 grammes par mètre carré chez la femme, lorsqu'on a une augmentation de l'albuminurie entre 30 et 300 mg par 24 heures, ou une augmentation de l'excrétion urinaire albuminurie créatinurie. La présence d'une maladie rénale chronique de stade 3, un index de pression systolique inférieur à 0,9 et la présence d'une rétinopathie hypertensive avancée. On parlera de maladie cardiovasculaire et rénale établie si le patient a déjà fait un accident vasculaire cérébral, ischémique ou hémorragique, ou un accident ischémique transitoire, la présence d'une maladie coronarienne, soit un infarctus du myocarde, une angine de poitrine ou le fait d'avoir bénéficié d'une revascularisation du myocarde, et la présence d'une plaque d'athérome hémodynamiquement significative à l'imagerie. Maladie cardiovasculaire établie si le patient fait une insuffisance cardiaque ou si le patient a une artériopathie oblitérante des membres inférieurs dépistée donc à l'écho-doppler des artères des membres inférieurs, si le patient a un trouble du rythme tel qu'une fibrillation atriale, si son albuminurie est supérieure à 300 mg et si sa maladie rénale chronique est de stade 4 à 5 et si l'excrétion urinaire d'albumine et de créatine dépasse 300 mg. Il s'agit donc de maladies cardiovasculaires établies. Donc, en intégrant ces différents résultats, atteinte d'organes médiés par l'hypertension artérielle ou maladies cardiovasculaires et rénales établies ou présence de facteurs de risque cardiovasculaire, on arrive à ce tableau que je vous invite à bien connaître, ce tableau qui est le tableau de la stratification du risque des patients hypertendus. Donc, la maladie hypertensive est classée en 3 stades. Vous avez le stade 1, le stade 2 et le stade 3. Le patient est au stade 3 lorsqu'il a une maladie cardiovasculaire établie ou maladie rénale chronique de grade 4 et 5. Et donc, ce patient au stade 3, quel que soit son niveau de pression artérielle, qu'elle soit normale, haute ou de grade 3, il est à très haut risque cardiovasculaire. Le malade qui a une hypertension artérielle de stade 2. Le stade 2 se définit par la présence d'une atteinte d'organes médiée par l'hypertension artérielle avec une maladie rénale chronique de grade 3 ou la présence d'un diabète. Et le patient, il est au moins à risque modéré. Et en fonction du niveau de sa pression artérielle, il est à un niveau très élevé de risque cardiovasculaire. Au stade 1, il s'agit des patients qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire établie, qui n'ont pas d'atteinte d'organes médiés par l'hypertension artérielle, mais qui ont 1, 2, 3 facteurs de risque cardiovasculaire associés. Et chez les patients qui sont à faible risque, on peut s'aider du Systematic Coronary Risk Estimation qu'on appelle le SCORE. Et donc, ce score tient compte donc du sexe des patients, de l'âge, du niveau de la pression artérielle, de la notion de tabagisme actuel ou passé et du niveau de cholestérol. Et donc, vous avez ce score 2 ou le score OP, donc, où vous voyez qu'il existe une colonne différente pour l'homme et pour la femme et qui tient compte du statut fumeur et non-fumeur et qui tient compte donc de la valeur du non-HDL cholestérol. Et donc, les patients à très haut risque, ce sont des patients qui ont un score supérieur ou égal à 10, les patients qui ont une maladie cardiovasculaire établie, les patients qui ont bénéficié d'une revascularisation coronaire ou les patients diabétiques qui ont une atteinte d'organes ou les patients qui ont une maladie rénale chronique. Donc, on a des patients à haut risque qui ont un score entre 5 et 10% et les patients à risque modéré qui ont un score inférieur à 5% et à très faible risque, un score inférieur à 1%.
Donc, la pression artérielle a des définitions variables en fonction de la technique de mesure utilisée pour poser le diagnostic. Et l'évaluation de l'hypertendu permet de connaître les autres facteurs de risque associés à l'hypertension artérielle et de stratifier le risque cardiovasculaire. Et il existe des implications thérapeutiques parce qu'il faut prendre en charge les facteurs de risque associés et surtout la sommation des facteurs de risque associés permet donc de décider d'introduire précocement des traitements chez un patient qui aurait une pression artérielle normale haute. Et donc, il faut prendre en compte ces facteurs de risque et il faut pouvoir les prendre en charge. Je vous remercie.